Bonjour, vous voyez à l'écran les instructions pour suivre le webinaire, soit en anglais ou en français. Alors voilà, nous allons commencer dans 2 minutes. Alors bonjour ou bonsoir. Nous allons commencer. Alors nous sommes ici de CanWash ou en français Can SFE, partenaire canadien pour la santé des femmes et des enfants. Alors moi, je me joins à vous de Toronto. Et je remercie les premiers peuples d'avoir permis que nous soyons ici. Nous sommes sur le territoire de certaines Premières Nations. Alors, j'espère qu'aujourd'hui, vous pouvez réfléchir aux pratiques de décolonisation dans le cadre de la réconciliation. Alors, avant de commencer, quelques détails techniques. Le webinaire est présenté en anglais avec de l'interprétariat simultané en français donné sur la plateforme Interprefy. Donc, vous pouvez entrer dans la barre d'adresse interprète.world, comme indiqué à l'écran, entrer le code qui est CanWash20 et ensuite vous pourrez sélectionner la langue de votre choix et accéder au webinaire. Vous pouvez aussi utiliser l'application sur un appareil mobile. Si vous avez une question, vous pouvez vous adresser à Tina Larochelle qui sera notre technicienne. Alors, je vous laisse quelques secondes pour vous connecter. Alors, le webinaire est enregistré et l'enregistrement sera partagé avec les participants par après, ainsi que les diapos. Notez aussi qu'on vous encourage à poser vos questions. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le bouton Questions dans la barre de menu au bas. Nous aurons une période de questions, mais tout de même, on veut accueillir vos questions au fur et à mesure. Si donc on n'arrive pas à votre question sur le moment, ça sera reporté à la période de questions. Si vous avez des difficultés techniques, s'il vous plaît, indiquez-le dans la fenêtre de clavardage et Tina Larochelle s'occupera de vous. Alors, pour commencer, notre conversation d'aujourd'hui se concentre sur les obstacles qu'on a aujourd'hui par rapport au partage des données. Nous reconnaissons qu'elles sont bien réelles, ces barrières, et nous souhaitons être malaisés ensemble ou passer dans cette difficulté ensemble. On connaît des attentes sur le partage des données dans nos circonstances et on veut donc alimenter cette conversation. Nous aurons M. David Migginsing, directeur des normes pour Standards for Humanitarian Data. Il va nous parler de certains obstacles qu'on rencontre dans notre secteur. Et ensuite, Jessica Fern, la directrice à Impact mondiaux en santé de Cannes SFE, va nous parler aussi des leçons apprises dans ce que nous avons fait récemment. Et enfin, nous aurons une période de questions et de discussions. De nouveau, je vous encourage à poser vos questions en utilisant la fonction questions sur Zoom. Alors, tout d'abord, avez-vous déjà contribué à des plateformes de partage de données? Nous allons lancer un sondage afin que vous puissiez répondre à la question pour casser la glace. Alors, il y a 3 options. Oui, j'ai contribué à des plateformes de partage de données. Non ou incertain. Alors, les 3 choix de réponse, oui, non ou incertain.
Très bien. Alors, on voit que les réponses sont bien réparties. Il y a une petite majorité de oui et beaucoup de non. Et je suppose que c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont ici, donc pour apprendre sur le partage des données et les défis inhérents à cette réalité-là. Alors, à ce stade-ci, c'est David qui va se présenter et vous parler du partage de données. Merci Antou et merci à tous d'être ici avec nous. J'ai bien hâte à notre conversation de tout à l'heure après ma petite présentation. Alors, mon nom est David Meganson. Vous voyez à l'écran ma biographie. Je contribue beaucoup au secteur du partage des données, des logiciels en source libre. Et j'ai été nommément architecte pour le gouvernement canadien. Si vous connaissez donc la plateforme que le gouvernement utilise pour recevoir des soumissions, voilà, j'ai contribué à cela. Vous pouvez utiliser les pronoms il et lui pour moi. Et je me joins à vous de Ottawa, donc territoire traditionnel algonquin. Actuellement, je travaille avec les Nations Unies et le bureau qui s'appelle OCHA, ou le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Nous coordonnons donc les activités humanitaires. Nous ne faisons pas la prestation de services ou d'assistance directement en temps de crise. On essaie de s'assurer que toutes les organisations gouvernementales ou non gouvernementales, et tout ça, travaillent bien ensemble. Et on croit que OCHA, le bureau de coordination en question, apporte beaucoup à cela. Nous avons une équipe dédiée à la protection des données, aux normes par rapport aux données et au partage des données dans la communauté humanitaire. Vous voyez ici à l'écran nos lieux de travail, nos différents bureaux. J'ai un collègue qui est à Fournier-Ton et moi-même, je suis à Ottawa. Donc voilà, nous avons des gens au-delà même de ces bureaux un peu partout dans le monde. Alors, avant de passer aux détails, j'aimerais m'arrêter et dire, bon, qu'est-ce qu'on entend par données humanitaires? Peut-être que c'est différent de la perspective des Nations Unies par rapport à monsieur, madame, tout le monde. De notre point de vue, c'est vraiment l'idée de se concentrer en contexte de réponse à des crises, de réponse à des urgences. Alors, nous avons par exemple ici une catastrophe naturelle à Winnipeg. Alors, ça ne touche pas les Nations Unies par rapport au Canada, c'est donc géré à l'interne au Canada. Ce qu'on veut dire donc dans notre contexte par données humanitaires, ce sont les trois types que vous voyez à l'écran. Les données sur le contexte de la crise, donc des données d'étalonnage populationnel, sur la santé, tout ça. Et c'est ce qu'on collecte en dehors des questions et des périodes de crise. Ensuite, nous avons des données sur les personnes affectées et leurs besoins. Alors, il y a beaucoup d'évaluation de besoins qui est fait par les organisations. C'est là des renseignements critiques dont on a besoin. On veut savoir aussi qu'est-ce qui se passe pendant la réponse. On veut savoir qu'est-ce qui se passe donc sur le terrain pendant la crise. Alors, j'ai entendu Antou utiliser le mot malaise. Et ça me plaît. Moi, il y a une dizaine d'années, j'étais bien optimiste, mais mon
optique a évolué et je saisis mieux les nuances et la complexité de la question. Je fais partie de la communauté Open Data, mais je reconnais qu'il y a vraiment des obstacles et des défis à considérer. Alors, prenons une optique, l'optique la plus positive sur le partage de données. Alors, la bonne nouvelle, le centre pour lequel je travaille gère le partage de données depuis 2014. C'est une plateforme en accès libre qui permet à n'importe quelle organisation qui est donc humanitaire, pas limitée aux Nations Unies. On a même des données qui proviennent de sources et d'organisations qui ne travaillent pas directement avec les Nations Unies. Alors, je disais, c'est un endroit, un référentiel où on met nos données pour ne pas qu'elles soient perdues et qu'elles soient accessibles en temps de crise. Nous avons beaucoup d'incitatifs à partager nos données. Nous avons beaucoup de jeux de données. Elles sont étiquetées par secteur, par grappe, par thème. Il y a voilà une longue liste. Nous avons aussi une perspective de redonner et de bien présenter les données. Alors vous les voyez ici. Et on a même des mots-clics qui permettent de partager certaines données. Je n'en parlerai pas vraiment aujourd'hui, mais voilà. Alors si vous avez accès à ces données, vous pouvez les partager de cette manière-là avec le mot-clic. Alors, on a comme objectif d'enlever la friction en ce qui a trait à l'accès aux données, particulièrement en temps de crise. Et voici quelques statistiques, je ne les lirai pas, vous pouvez les voir. Mais vous voyez qu'avec les Nations Unies et qu'avec les organisations de la société civile et non gouvernementale, on a beaucoup d'interactions. Alors, on s'est rendu compte assez tôt dans le processus que le partage de données n'est pas une histoire très simple, là, comme on se l'était imaginé au départ, avec beaucoup d'optimisme et peut-être de naïveté. Alors, premièrement, il y a 3 catégories de données qui doivent être traitées différemment. Le HDX a été mis en place pour les données publiques. C'était l'intention de départ. Nous, bien sûr, n'utilisons aucune donnée qui contient des renseignements identificatoires parce qu'on n'a pas les moyens, voilà, de préserver la confidentialité, l'anonymat, pardon, etc. Et nous avons développé une approche plus fine avec le temps. Vous voyez à l'écran que l'on catégorise maintenant les données de 3 manières. Donc, des données non sensibles. Alors, par exemple, des données regroupées sur la nutrition. Voilà, des renseignements statistiques de haut niveau. Voilà. Nous avons aussi des données privées, relativement confidentielles. On est incertain au fond de savoir si voilà, on peut partager ces données ou non. Il faut se pencher un peu plus là-dessus. Et nous avons des données dites sensibles ou de nature délicate qui, à ce moment-là, ne devraient pas être partagées. Des données, bien sûr, identificatoires, par exemple, pourraient attirer une attention indue sur des groupes de personnes ou sur des organisations qui travaillent dans des zones à risque. Alors, voilà, toutes ces données sont considérées de nature délicate. Et on a développé différentes manières de traiter ces données selon leur catégorie. Alors, les données dites non sensibles, elles sont publiques. Pas de problème là.
Par rapport aux données privées pour lesquelles on est incertain, eh bien, il s'agit de cas par cas. On peut vous aider à voir quoi en faire, mais on peut aussi partager des données avec seulement certains utilisateurs ou certains groupes d'utilisateurs à qui vous donnez une autorisation spéciale. Et récemment, nous avons le niveau HDX Connect. Vous mettez en fait des métadonnées sur vos données sur HDX. Et à ce moment-là, les gens peuvent envoyer des requêtes. Vous pouvez vérifier leur identité et l'intention. Et à ce moment-là, vous pouvez décider d'autoriser l'accès ou non. Et bien sûr, il y a des données qu'il ne faut partager en aucun cas. Alors, nous pourrons probablement en parler un peu plus pendant la discussion tout à l'heure. Alors, au-delà de ça, le OCHA, le Bureau de coordination des affaires humanitaires, a bien sûr des directives, parce qu'on s'est rendu compte que le partage de données va au-delà des décisions individuelles prises sur le moment. On veut bien sûr être responsable par rapport aux données, et ça, ce n'est pas une question ponctuelle. Il s'agit d'un processus à mettre en place, un processus conçu pour être sûr. L'année passée, pour OCHA, nous avons donc écrit les directives sur le partage responsable des données. Le lien vous sera transmis. Les directives sont publiques, ouvertes à tous. Et ça peut valoir la peine d'y jeter un coup d'œil. Que vous preniez des décisions ponctuelles ou que vous soyez dans un processus plus approfondi, je vous invite à le lire. Le rapport couvre des listes de vérification et on vous recommande de les utiliser. Donc, pour savoir comment gérer certaines données. Il y a 4 niveaux de confidentialité, donc public, des données publiques, restreintes, confidentielles ou strictement confidentielles. Ce qu'on espère ici, c'est que les gens seront confiants à partager des données, sachant que c'est une bonne chose à faire, ou d'éviter de partager la donnée si ce n'est pas approprié. Et donc, vous pouvez utiliser ces directives pour vous aider à prendre ces décisions-là. Alors, on parle de confidentialité, de protection, mais un autre thème chez OCHA, et bien sûr, ça vous intéresse certainement, sont les données ventilées par âge ou par sexe. Ce travail a commencé il y a quelques années en contexte d'un tsunami. En utilisant les données, on voyait que les répercussions du tsunami étaient disproportionnées par rapport à l'âge et au sexe. Les victimes étaient surreprésentées chez les vieillards et chez les enfants. Il y avait beaucoup de ménages où le chef, un homme, si à ce moment-là, lorsque beaucoup de femmes sont décédées pendant le tsunami, il y avait des problèmes, par exemple, à cause du fait que les hommes avaient de la difficulté à s'occuper des enfants à la maison. Il manquait de compétences parentales, par exemple. Alors, graduellement, on s'améliore de ce côté-là. Et maintenant, nos données sont ventilées donc ou désagrégées par sexe et par âge. Des organisations, bien sûr, qui sont d'envergure, ça prend du temps pour apporter des changements, mais on le fait. Alors, dernière ressource, avant de vous poser une question à mon tour.
C'est la question des données minimales utiles. Mon collègue ici, Simon B. Johnson, a écrit un billet de blog bien intéressant, je vous le partage. Son point est que les organisations en général collectent trop de données juste au cas et que chaque donnée qu'on collecte, c'est quelque chose qu'on peut utiliser d'une mauvaise manière, intentionnellement ou non. Et Simon nous dit, en gros, et il travaille avec la Croix-Rouge, qu'on devrait collecter seulement les données vraiment nécessaires, les données qui vont nous servir vraiment concrètement. Et j'ai fait face à ce genre de situation il y a quelques années en Afrique de l'Ouest. À ce moment-là, on a des formulaires de suivi qui venaient des hôpitaux pour les patients et on a pu, donc en améliorant les formulaires, accélérer de beaucoup leur processus. Et donc, données minimales utiles. Ici, en collectant moins de données, les choses ont pu s'accélérer. Alors, on a besoin, bien sûr, de données ventilées par sexe, âge, handicap, etc., pour bien coordonner une réponse humanitaire qui sera appropriée. Mais, sachant cela, le plus de données on collecte, le plus il y a de danger de divulguer des données ou de les utiliser à mauvais escient. Alors, tout à l'heure à la discussion, j'aimerais vous demander comment est-ce qu'on atteint un équilibre entre les deux? Comment est-ce qu'on sait qu'on recueille assez de données? Comment est-ce qu'on sait que le partage de données va être pertinent, utile et aidant? Alors, j'aimerais bien entendre vos commentaires tout à l'heure. Alors, c'est tout de mon côté. J'espère que vous pourrez jeter un coup d'œil à notre site web et aussi à notre fil d'actualité sur Twitter. Vous pouvez nous écrire à l'adresse courriel à l'écran. Et voilà, je vous remercie tout le monde et j'ai hâte de vous retrouver tout à l'heure pour la discussion. Merci David. Nous avons une question en fait de suivi. La question nous vient de Marcy. Elle demande comment appliquer une analyse sexospécifique en contexte LGBTQ2. Bon, alors il y a deux approches. Premièrement, la qualité des données qu'on partage et deuxièmement, les récipiendaires de ces données. Alors, premièrement, on commence à analyser nos données. Nous avons plus de 17 000 ensembles de données et on veut donc s'attarder à ce qu'est le matériel brut avec lequel on travaille. Et en même temps, c'est problématique. On utilise Google Analytics et je trouve que c'est problématique parce que le programme essaie de deviner certaines informations sur les personnes, mais on ne sait pas. Si on ne sait pas qui utilise les données, nous n'avons que la moitié du portrait. On sait quelles données sont partagées, mais on ne sait pas qui la regarde. Alors, peut-être que ma réponse ne fait que émerger d'autres questions, mais lorsqu'on partage des données, est-ce que c'est pour le bénéfice des personnes riches en Occident ou est-ce que c'est pour des gens qui essaient d'améliorer leur sort dans les pays affectés? Bon, voilà, je ne suis pas expert en analyse sexo-spécifique, alors je ne peux pas en dire beaucoup plus, mais c'est la réponse qui me vient. Très bien, David. Et vraiment, effectivement, il y a plus de questions qui émergent et je pense que ce sont des bonnes questions à considérer.
Alors, je vais garder les autres questions qu'on a reçues pour la période de questions de tout à l'heure. Alors, maintenant, je passe la parole à Jessica Fern, qui va nous parler de l'explorateur de projet. Alors, merci David, et je vais essayer de me restreindre. Je sais que nous n'avons pas des heures et des heures. Alors, dans cette conversation, oui, effectivement, il y a plus de questions qui émergent, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jessica Firm, directrice à Kenwash. En gros, je travaille avec les données. Mes pronoms sont elles. Et je me suis relocalisée récemment à Ottawa, sur le territoire traditionnel algonquin. Je suis reconnaissante d'être avec vous aujourd'hui. Alors, moi, je vais parler un peu du projet Explorateur. C'est une initiative de la CAN SFE ou du partenariat en question. Nous allons avoir vraiment une optique canadienne. Si vous ne connaissez pas l'explorateur de projet, c'est en gros un référentiel centralisé de données sur des projets de développement et de santé qui ont donc un lien avec le Canada. Et oui, un lien avec le Canada, je sais que c'est vague. Donc, ce n'est pas limité aux projets financés par le gouvernement canadien. On voulait en fait avoir un endroit où on pouvait montrer des projets auxquels participent des organisations canadiennes et avoir des sources de financement diverses. Et on veut refléter les priorités et l'engagement des organisations canadiennes en général. Alors, quand on concevait l'outil, on avait 4 objectifs. Alors, faire des recherches raffinées, parfaire nos données, soutenir les décisions et renforcer la coordination. Alors, la recherche, tout d'abord, on voulait avoir un endroit où on pouvait faire des recherches qui soient faciles à faire sur des projets à la fois en cours ou terminés. Et voilà, que vous puissiez trouver des renseignements facilement au bout de vos doigts. Mais avoir des données, ce n'est pas suffisant. Il faut comprendre les données et les interpréter de manière à leur donner du sens. Et je vais partager des exemples, mais on priorise beaucoup la visualisation des données en utilisant des plateformes en accès libre comme Tableau. On crée des graphiques et des schémas et on nettoie nos données beaucoup. Elles sont dans un format CSV que vous pouvez télécharger pour ensuite faire vos propres analyses si vous le souhaitez. On fait beaucoup de soutien aux décisions et de renforcement de coordination. Ça, c'est au fond comment on utilise les données. On veut que les gens soient en mesure de voir là où il y a des écarts ou des occasions et de cartographier où les projets se trouvent, avec quels partenaires, qui finance quel type de travail et quel est l'historique du projet. Et à ce moment-là, on peut utiliser ces renseignements-là pour planifier vos projets futurs. D'autres points aussi que je veux vous soumettre. Premièrement, notre nom, CAN SFE, le dit, nous avons un intérêt particulier pour la santé des femmes et des enfants et l'égalité des sexes. Et je veux vraiment qu'on se concentre dans notre organisation sur les déterminants de la santé. Et la santé mondiale se recoupe avec bien d'autres facteurs. Alors, vraiment, il s'agit d'une plateforme que vous pouvez accéder, peu importe votre secteur. Nous avons donc des données sur les femmes, les adolescents, les enfants et des données plus
général sur, par exemple, l'accès à l'eau, qui va bien sûr avoir un impact sur les femmes, les enfants, etc. On voulait aussi avoir une plateforme où les gens pouvaient contribuer en ligne ou hors ligne dans plusieurs formats pour un usage élargi. Lorsqu'on concevait l'explorateur de projet, l'idée de départ était vraiment d'éviter le silo, le travail en silo. Alors, on veut avoir des projets divers avec différents bailleurs de fonds qui nous permet à ce moment-là d'aller au-delà des basiques, des aspects élémentaires. Je pense que c'est important en contexte canadien, euh, avec les politiques féministes et d'égalité des genres. Nous voulons vraiment avoir une approche transformatrice par rapport aux droits de la femme. Et il y a des aspects des données qui euh, parfois ne ressortent pas sur certaines plateformes. Et donc, cette priorité canadienne nous tient à cœur. David, vous avez parlé de HDX Connect. L'idée d'avoir des données, donc pas seulement des données euh, brutes sur les projets, on veut aussi avoir un espace où les gens peuvent partager des jeux de données et rendre ça clair, à savoir qui est la personne ressource par rapport à telle ou telle donnée. Et parce que nous avons des organisations, des associations avec qui on travaille, on veut savoir quel outil a été créé pour quel projet, quelles publications ont été faites. Et sur la plateforme, vous pouvez donc faire des recherches en ce sens-là. Et après, eh bien, cela va montrer bien notre engagement sur les données partagées et en termes de dollars. Et j'en parlerai davantage tout à l'heure. Mais je pense qu'on arrive à cette question, justement, une question. Est-ce que c'est suffisant? Et c'est ce dont David, vous avez parlé. Quel type de données dont nous avons besoin et pour prendre des décisions? Et souvent, on parle effectivement de partage de données en termes de responsabilité. Oui, effectivement, ça fait partie de ce que l'on fait. Mais qu'est-ce que cela veut dire en termes de plateforme, d'après votre perspective, et en termes de prise de décision? Donc, Mélodie, peut-être que vous pouvez peut-être nous parler des différentes diapositives. J'aimerais bien montrer aux personnes. Ici, par exemple, vous pouvez voir, eh bien, vous avez différents projets individuels qui ont été triés par projet. Ici, vous avez une carte de géolocalisation et de façon à vraiment aller voir effectivement une vue des rues, quels sont les partenaires locaux avec lesquels nous travaillons. Et ça, c'est important aussi pour nous, justement, d'avoir ce système où nous avons tous ces partenaires en tant qu'organisation, avec qui peuvent-ils travailler au fur et à mesure que l'on travaille sur la promotion donc des leaderships au niveau local. Ici, vous avez des aperçus donc qui vous permettent de voir les tendances donc sur les programmes canadiens. Mais effectivement, lorsqu'on rentre dans les différents pays, eh bien, on peut voir des points essentiels qui sont ressortis. Quelles ont été les tendances dans les différents domaines de levée de fonds? Ici, sur cette diapositive, je vais m'y arrêter quelques instants. Il y a une question sur l'âge, la communauté. Nous avons vanté les données, quelque chose que nous avons exploré. Nous avons d'ailleurs reçu toutes sortes de commentaires à ce sujet. Donc, ce n'est pas juste indirectement, mais aussi directement en fonction des genres. Mais en fait, en parlant des catégories d'âge, que ce soit des nouveau-nés, des personnes plus âgées, mais aussi pour suivre les programmes canadiens qui sont en connexion avec des communautés LGBTQ ou des personnes avec des handicaps ou des populations fragiles. Donc tout cela qui permettent, juste avec cet aperçu, de savoir avec qui nous travaillons et connecter des organisations pour apprendre, bien sûr, les meilleures pratiques.
Ensuite, prochaine diapo. Et sur cette diapositive, eh bien, vous le voyez, en fait, on revient à cette question, de savoir sur la diversité des organisations, donc les sociétés civiles qui en font représentent une grande partie. Cette question de où est-ce que l'on va avec ces données en termes de secteur privé, secteur public, comment nous arrivons à saisir en fait le rôle des académies donc sur cette plateforme et s'assurer que ces rôles eh bien, donc que ces informations effectivement sont disponibles. Et ce sont des choses que nous essaierons d'explorer et nous venons juste de commencer ce process. Autre diapositive. Cette diapositive, en fait, montre un exemple du travail dans la pratique. Donc, travailler avec un groupe, par exemple, à Haïti, donc des groupes de travail qui peuvent utiliser donc ce système et créer une synthèse, donc qui montre où travaillent les Canadiens, mais qui offre une carte détaillée avec différentes organisations qui sont ici, où se trouvent les personnes, où est-ce qu'elles travaillent à Haïti. Une carte comme celle-ci et donc avec le ministère de la Santé de Haïti pour pouvoir comprendre où se trouvent les Canadiens. Ils peuvent utiliser ça en tant que mécanisme de relation. Donc, ces différents usages vont bien au-delà en fait du dollar en tant que tel. Je pense que en fait, on a cette approche optimiste et qui justifie d'une certaine façon pourquoi nous utilisons ce système. Alors, rapidement, et bien maintenant, j'aimerais bien vous parler de ce que de connecter bien sûr avec le système canadien NGO, ONG, pardon. Et donc, ici, vous avez quelques barrières qui sont revenues à plusieurs reprises, au fur et à mesure que nous avons reçu des questions, et nous aimerions savoir effectivement ce que vous en pensez. Le premier point sur navigation, eh bien, c'est sur la validité de renseigner et de mettre à jour les données. Pourquoi? Parce que nous ne prenons pas juste un projet d'un bailleur de fonds. Non, nous ne savons pas effectivement quels sont les membres du et et on ne peut pas dire qu'effectivement, est-ce que nous avons ça pour tous les projets? Est-ce que nous avons tous les détails de tous les projets? En d'autres termes, une question que j'ai vue et qui revient souvent, est-ce qu'effectivement, c'est une question de temps? Et effectivement, on peut avoir cette perspective où les organisations qui font les rapports, les organisations qui font le travail sont en fait les meilleurs endroits pour dire lorsque les projets, quels sont les détails, s'ils sont mis à jour ou est-ce qu'effectivement on peut utiliser d'autres étapes entre vous et raconter ce que vous faites et ce que font les partenaires sur la plateforme? Mais là encore, nous avons des questions que nous recevons d'autres personnes pour vérifier les données et c'est effectivement cela correspond à ce partage de données. Et donc, avec les normes mondiales, effectivement, il faut avoir certaines connaissances. Donc, et qu'il y a en fait, il y a différentes aussi normes qui existent. Et moi, j'ai commencé à avoir ces conversations. Et quelque chose qui m'a vraiment marqué ou interpellé, c'est de la connaissance et la familiarité ces normes et de ce qui était impliqué lorsqu'on utilisait ou lorsqu'on parlait de ces organisations, lorsqu'on utilisait ces normes, eh bien, il y avait des variations importantes. Et ça, effectivement, eh bien, je sais nous en avons discuté auparavant et donc avec IATI notamment, nous, eh bien, si le projet si cet outil Explore peut effectivement renforcer les commentaires et euh, aider les organisations à voir comment faire cela, eh bien, ils peuvent donc participer à ces autres plateformes. Là encore, hein, nous ne sommes pas la seule plateforme, bien entendu. Donc, cette question de fardeau sur le temps des NGO, surtout s'il fait partie d'une fédération qui est impliquée dans la contribution de ce type de plateforme où il y a une coordination et avec une mise à jour. C'est vrai que ce sont des défis qui sont partagés aussi avec ces autres organisations. Et nous, en fait, eh bien, ce que nous voulons faire, c'est avoir une collaboration dans les textes, c'est-à-dire une
coordination en tant que telle, aider les organisations à partager les données avec nous pour prendre la responsabilité de partager, de connecter. Et ça, c'est aussi quelque chose dont on a bien parlé avec HDX pour essayer de faciliter les choses et pour que ça ne vous prenne pas autant de temps. Et c'est vrai que, en fait, ne pas raconter une histoire, mais raconter l'histoire. Et c'est en fait ce dont David parlait. En fait, les organisations souvent disent, eh bien, en fait, demandent comment leur travail sera illustré. Donc, on parle d'agrégation et comment effectivement cela peut être utile ou pas. Mais lorsque les informations sont là, eh bien, il y a un potentiel pour qu'elles soient utilisées de différentes façons ou pas bien utilisées. Et donc, c'est pour ça que c'est important de savoir ce que l'on partage ou pas. Et les données ne sont pas neutres et voir aussi comment eh bien, nous pouvons effectivement afficher ces données. Nous avons une pédologie qui a été créée, mais c'est effectivement un choix en tant que tel. Et David en a parlé, donc je ne vais pas revenir là-dessus en termes de sécurité, mais c'est effectivement une question qui est posée et qui ressort fréquemment. Aujourd'hui, CanWatch travaille, et nous vous en parlerons davantage, sur un rapport sur lequel vous avez beaucoup contribué sur le COVID-19 dans, avec sur donc l'impact des données et quelque chose que j'ai entendu au travers des différents entretiens que nous avons eus là-dessus, c'est en fait un souhait de soutien et de ligne directrice sur les questions en matière de confidentialité notamment, mais aussi matière de soutien technologique. Donc, c'est effectivement les idées dont David nous a parlé sont bonnes. Et à Kenwatch, effectivement, nous faisons une priorité euh, d'avoir davantage de lignes directrices disponibles à nos collègues et penser à comment nous pourrions ajouter la voix canadienne à cela. Autre diapositive. Donc maintenant, eh bien, je vais passer la parole à Anne, mais toutes ces questions sont les questions que nous sommes posées, comprendre les changements de perspective et nous aimerions bien entendre vos questions, comprendre votre appétit pour ce type de partage de données centralisé, comment nous, eh bien, nous pouvons offrir un soutien ou prendre la responsabilité de minimiser ce fardeau et, et bien sûr, ce qui m'intéresse, cette question, c'est comment s'assurer que les données, eh bien, seront utilisées et seront aussi quelque chose qui pourront vous servir, surtout dans ce nouveau contexte où que nous faisons face aujourd'hui et, et donc de la façon dont nous engageons avec ce type de plateforme. Donc, Anne, eh bien, maintenant, je vais m'arrêter là et de façon à ce que l'on... Merci Jessica et David. Je pense qu'effectivement, vous avez bien donc présenté. Je pense que maintenant, eh bien, nous sommes prêts à prendre les questions. Et une question que vous avez déjà pour comprendre, mieux comprendre, et se trouve déjà sur notre autre diapositive. La voici. Et la question, après ce que vous avez entendu, qu'est-ce qui vous empêche de partager vos données? Alors, Tina, nous allons faire le sondage. Donc, il y a différentes options et vous pouvez sélectionner donc différentes réponses, puisqu'il y a différentes raisons. Mais je peux effectivement vous les lire. Numéro 1, est-ce que vous êtes préoccupé par la confidentialité ou la vie privée? Deuxième, est-ce que vous n'êtes pas convaincu du retour sur l'investissement en termes de temps et ressources, comme Jessica nous l'a dit? Numéro 3, est-ce que vous êtes préoccupé par le fait que les données ne sont pas suffisamment robustes pour être partagées? Numéro 4, vous ne savez pas comment partager les données. Et enfin, numéro 5, eh bien, que le partage des données n'est pas quelque chose de fiable. Si vous avez d'autres raisons pour lesquelles vous n'avez pas partagé vos données, eh bien, nous vous encourageons à répondre. Donc, boîte donc de clavardage. Et donc, nous allons vous donner quelques instants supplémentaires. Très bien.
Et ça, c'est un thème qui revient souvent, surtout effectivement maintenir la confidentialité des données qui ont été partagées à 57%, suivi de proche par les préoccupations que les données ne sont pas suffisamment robustes pour être partagées. Et ensuite, eh bien, c'est que nous ne sommes pas encore convaincus que soumettre les données sur des plateformes de partage a un bon retour d'investissement en termes de temps et de capacité. Donc, je pense qu'effectivement, cela nous aide maintenant pour répondre aux questions que nous avons reçues jusqu'à présent. Et la question principale, je vais donc demander à David de la lire. Eh bien, c'est en termes de collecte de données. Et ce que nous avons entendu, Maggie Zeng, c'est comment s'assurer de la précision et dans la collecte des données dans, dans le domaine humanitaire. Alors, il y a d'autres questions, mais je vais passer la parole à David. Bien, écoutez, c'était une bonne question. Donc, en fait, c'est quelque chose, vous pouvez avoir donc des bonnes données qui ne sont plus d'actualité ou des données qui ont été données de façon rapide et qui ne sont pas nécessairement précises. Et c'est vrai qu'on voit différentes choses au travers des applis qui vous permettent de collecter des données. C'est quelque chose qu'on utilise avec des capteurs automatiques et on utilise des données. Il y a des projets où vous avez des images satellitaires ou que l'on peut regarder avant et après une catastrophe et quelque chose que l'on peut utiliser. On peut voir au niveau des genres, des identités démographiques, mais on peut avoir récupéré les données assez rapidement les données opérationnelles avec lesquelles ces personnes travaillent, eh bien, sont durant des crises, eh bien, sont effectivement ne sont pas très précises. Et c'est quelque chose qu'il faut accepter, basé sur l'expérience. Donc, et une partie de ce que nous avons essayé de faire, c'est essayer de comprendre ce qui se passe. Nous ne pensons pas que les données seront parfaites. Un bon exemple que je vais vous donner, comme le OECD, eh bien, on recueillit des données au Canada et dans d'autres pays, et ce sont des données propres qui ont 18 mois. Donc, si effectivement vous voulez voir des données, il y a 18 mois, vous pouvez voir un OECD. Et donc, il y a des organisations qui ont été publiées et il y a des gens qui ne les publient pas, mais ce sont souvent des choses qui ne sont pas mises à jour. Je peux vous parler de différentes activités en fonction des projets que nous avons d'un point de vue d'organisation canadienne. L'OECD va vous donner un nombre, un chiffre qui sera très bas parce qu'il ne suit pas tout ce qu'il y a. AED va vous donner effectivement un autre chiffre parce qu'il y a les trois organisations qui vont peut-être parler du même projet. Donc moi, j'aimerais bien vous dire, j'ai commencé à travailler dans la technologie de l'information depuis les années 80. J'aimerais bien vous dire qu'il y a une solution magique, mais ce n'est pas le cas. Tout ce que nous avons essayé, eh bien, ne marche pas forcément. C'est difficile justement d'avoir des données propres en tant que telles. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Jessica? Non, je pense qu'effectivement, vous l'avez bien dit, c'est un défi qui existe encore aujourd'hui avec, eh bien, c'est difficile pour ces organisations de donner ces informations, mais nous, on comprend effectivement des programmes à long terme ainsi que des données humanitaires. Et ça, c'est quelque chose sur lequel nous parlons souvent, les différents types de données qui sont recueillies, qui peuvent être partagées avec nous. Donc, je pense que votre perspective de regarder aux données humanitaires avec les différents défis est exacte. Et je pense aussi que cette conversation dont on a entendu parler, d'aller sur une plateforme ou de trouver un seul endroit, eh bien, nous mène à la question de Stacy Stejek. Et ça, bonjour Stacy. Les partages des données partagées semblent être dans un sens. Comment aller à un autre format pour, avec plus de gouvernements et est-ce qu'il peut y avoir saisie et une utilisation par les communautés locales qui ont accès aux données à la fin? Et je pense que c'est une question importante si vous vouliez bien nous dire ce que vous en pensez. Bien écoutez, je suis ravie que la question vient de ECF. Il y a effectivement une bonne étude de cas qui existe. Nous avons des projets
des bureaux d'études, CIEF a été en fait un fournisseur important justement de données en Afrique et dans le Sahel, surtout avec le travail qu'ils ont fait sur la surveillance satellitaire, sur la densité de la végétation et toutes sortes d'informations, contrairement donc d'après les rapports et les agences des Nations Unies, cela donne une idée euh, donc des problèmes auxquels vont faire face les organisations et mieux comprendre ce qui se passe plutôt que des prévisions météorologiques. Mais dans certains domaines, eh bien, nous pouvons avoir des données qui peuvent mener effectivement à une prise d'action. Mais généralement, c'est un véritable problème. Moi, je n'ai pas passé beaucoup de temps sur le terrain et l'expérience que j'ai eue eh bien, m'a fait réaliser qu'en fait, il y avait deux silos de données, des données qu'on utilise sur le terrain, qui en fait sont quelque chose qu'on utilise à différents niveaux, qu'on récupère un peu partout. Et il y a aussi les données officielles qui sortent effectivement des pays qui sont propres et qui permettent de voir que tout est bien organisé. Là encore, eh bien, je pense que les opérations sur le terrain, que ce soit au niveau des gouvernements locaux ou des personnes qui sont là, eh bien, ils font énormément sur ces données qui ne sont pas précises, mais ce ne sont pas les données que le siège peut voir. Et je pense que lorsque l'on voit ce qui se passe sur le terrain, ou je ne sais pas si effectivement c'est bien dans le cadre de l'action contre la faim en Afrique de l'Ouest, mais je pense que c'est important et c'est un problème qui n'a pas été résolu. C'est lorsqu'on va à Genève, New York ou Londres ou l'Ottawa, eh bien, c'est simplement juste un échantillon de ce que l'on sait. Je sais qu'Heidi a le même problème et il y a des rapports qui viennent du terrain, qui viennent Global Affairs au US, Canada ou USAID. Donc, ce sont des organisations qui ne font pas le travail en tant que tel, mais qui utilisent des partenaires locaux. Merci David. Eh bien, je pense qu'effectivement, c'est une question importante et, et d'ailleurs, de mon point de vue, et eh bien, lorsqu'on parle en fait d'avoir des données pour prendre une décision, et c'est ce qui est mis là, mais il y a aussi les jeux de données que l'on peut utiliser aussi pour guider la direction dans laquelle on devrait se diriger. Et pour nous, avec Project Explore, eh bien, on y pense comme opportunité de connecter les personnes. On en a parlé auparavant. Nous reconnaissons les données que vous partagez avec nous dans plusieurs cas. Eh bien, sur une version de projet dans un moment donné, mais aussi en étant capable de partager les outils, mettre en lien effectivement ce qui est disponible, mais aussi en fournissant des informations et donc des coordonnées. Mais nous espérons que les organisations vont pouvoir se connecter et aussi dans le pays, au sein des organisations locales, pour toucher les Canadiens et vice-versa, et parler aussi de la programmation des données et ce qui est disponible. Donc, ce n'est pas, non pas que ces plateformes centralisées ont toutes les informations, comme vous l'avez dit, il y a effectivement des différentes des informations détaillées confidentielles dont parleront les organisations ou qui ne peuvent pas être divulguées pour une raison ou une autre. Mais si nous pouvons être un endroit où on peut se connecter, où on peut laisser les organisations se connecter, ou un site de données, je ne sais pas si effectivement on peut appeler ça comme ça, eh bien, vous pouvez en fait eh bien, penser aux relations et, et je pense que ça donne l'opportunité, c'est là où nous avons l'opportunité de tirer profit de ces plateformes pour qu'elles puissent fonctionner ou marcher pour nous. Et si je peux vous dire, effectivement, c'est un problème en termes de réponse humanitaire. À long terme, crise à long terme, eh bien, il y a plusieurs personnes qui restent dans un certain moment dans des scénarios de crise. Les gens sont en rotation rapidement et donc il va falloir reconstruire à chaque fois. Donc, en fait, un système pour changer rapidement, eh bien, aura une certaine valeur pour, en fait, qui nous permettra effectivement qui dicteront en fait les informations humanitaires. Et cela nous amène à une
questions. J'en passe certaines, mais nous les reverrons. Comment promouvoir ces OT parmi les organisations et comment vous pouvez effectivement créer une sorte de norme et est-ce qu'il y a différentes façons et si vous avez des suggestions, je suis là. Je vous écoute. Eh bien, je vais commencer avec ça pour vous dire que, eh bien, je suis déterminée à trouver en fait une option pour justement faire glisser et pour voir de ce quoi ça a l'air. Maintenant, en ce qui concerne la promotion et comment promouvoir cela, eh bien, c'est une question sur la capacité et les réponses au sondage sur la capacité, les ressources semble être en fait la question. Est-ce que vous décidez de faire si vous êtes le officier du programme EMI et décider si vous allez prendre du temps pour remplir et continuer de remplir et mettre à jour les formulaires de données, puisque nous savons ce que nous demandons et nous savons que c'est un fardeau. Mais une chose simple sur laquelle nous travaillons, et en fait, sont les documentations pour voir effectivement comment cela peut être utilisé et, et sans regarder la capacité et les ressources humaines, bien cela va être difficile. Kenwa, ce que je peux dire, eh bien, c'est que nous avons une équipe qui est là pour travailler sur ce projet. Au fur et à mesure que l'on récupère les données, nous avons des conversations sur les données et ce qu'il faut faire pour que les mettre dans un endroit où ça peut être partagé. C'est vous pour avoir cette conversation avec quelqu'un qui peut vous parler de ce type de choses et penser à ce que ça quoi ça ressemblerait pour votre organisation. Mais moi, je pense que, à moins que les personnes soient claires sur les avantages que cela rapporte, eh bien, et travailler dans ce sens aujourd'hui, eh bien, c'est vrai que ce sera difficile d'avancer. Donc, pour les personnes qui voient une certaine valeur là-dessus, eh bien, nous devons en fait travailler sur cette tâche de collaboration, travailler ensemble en d'autres termes pour voir ce que nous pouvons faire pour simplifier le process, éviter et continuer pour que les personnes puissent les utiliser tout en fait dans des informations dont nous avons besoin aujourd'hui. David, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez peut-être une réponse à ça? Bah, pas forcément plus utile, mais si je peux me permettre de rajouter quelque chose, eh bien, Ocha a essayé de construire cette appli, l'idée identifiant humanitaire, donc personnes peuvent se connecter sur le terrain. Ça n'a pas marché parce qu'on n'avait pas ce système effectivement de swiping. Et je pense qu'autre chose, c'est que c'est facile d'être cynique, hein, et c'est vrai que j'ai été un peu cynique aujourd'hui, mais quelquefois il faut écouter effectivement ce qui marche. Il y a quelques années, nous avions une conférence à Ottawa et eh bien, je crois que c'était en 2016 d'ailleurs, et on avait en fait une réunion sur l'initiative de transparence. Et on écoutait toujours les mêmes histoires et tout le monde effectivement devenait cynique sur la façon dont les gens parlaient, ce qui se passait en termes de récupération, recueil d'informations. Et nous avons eu une autre séance et j'ai décidé à ce moment-là de parler effectivement en français pour que les Anglais, eh bien, écoutent la traduction. Et là, eh bien, nous avons une belle étude de cas qui était ressortie sur les personnes, notamment on parle français à Madagascar. Ils ont dit c'est bien que ces pays disent qu'ils peuvent aller directement aux donateurs, au bureau d'UNICEF pour avoir des informations. Nous, nous sommes trop petits, nous n'avons pas accès à ça. Et donc, IAD est sorti. Eh bien, ce projet eh bien, c'est la seule façon, ils peuvent voir ce qui se passe dans leur pays. Et je pense que ça vaut le coup de voir et de construire là-dessus parce que tout le monde, on n'est pas suffisamment grand pour avoir toutes les voix et savoir effectivement avoir toutes les réponses de ces organisations. Donc c'était juste deux points que je voulais rajouter. Bien écoutez, deux points qui effectivement, eh bien, sur lesquels on pourra avoir de longues discussions, David, qui en fait doit me dire,
de dire que malheureusement, pour les questions que nous avons pas eu l'occasion de répondre, eh bien, nous vous y répondrons par la suite. Et si toutefois vous aimeriez donc contacter David, il est sur Twitter ou avec l'équipe CanWatch sur notre Product Explore, donc CanWatch CA. J'aimerais bien maintenant vous dire, nous avons un autre webinaire avec euh, notre prochain, nous en avons un tous les mois, et un webinar pour lequel vous voulez peut-être vous inscrire sur la réponse mondiale du Canada, les leçons, les apprentissages qui ont été tirés donc par les membres de CanWatch, comment ils répondent en termes de la COVID et en termes de précision. Donc, inscrivez-vous au événement CanWatch. Je peux vous donner un lien juste là pour les personnes qui souhaitent s'inscrire. Mais je voulais vous dire merci. Merci beaucoup à David et à Jessica, à vous deux, d'avoir effectivement de nous avoir parlé. C'est le début en fait, d'une conversation plus grande. J'espère que vous aurez tous une belle après-midi, peu importe où vous êtes, et j'espère vous voir lors du prochain webinaire. Merci à vous. Au revoir.